Imaginez la scène. Une salle d'audience remplie de monde, des regards tendus, une atmosphère lourde, presque électrique. Tout le monde est là pour assister à une audience qui s'annonçait déjà comme un moment fort de cette affaire qui déchire l'opinion publique depuis des mois. Le pasteur Marcelo, figure religieuse connue et controversée, est face à ses juges. Et puis, l'impensable se produit. Au lieu d'une défense posée, mesurée, organisée comme on pourrait s'y attendre de la part d'un homme habitué à prendre la parole en public, c'est un tout autre spectacle qui va se dérouler sous les yeux stupéfaits des personnes présentes. Le pasteur Marcelo perd complètement pied. Son comportement devient soudainement imprévisible. Ses gestes, ses paroles, son attitude générale commence à inquiéter profondément ceux qui l'observent. On ne reconnaît plus l'homme sûr de lui qui montait jadis en chair pour galvaniser des foules entières. Ce jour-là, dans cette salle de tribunal, c'est un homme visiblement désorienté qui se trouve au centre de toutes les attentions. Ce qui frappe en premier, c'est la rupture totale avec l'image que le pasteur Marcelo a longtemps cultivée. Pendant des années, il s'est présenté comme un guide spirituel, un homme de Dieu, quelqu'un dont la parole était censée porter la lumière et la vérité. Il avait ses fidèles, ses admirateurs, des gens qui croyaient en lui les yeux fermés. Alors quand ces mêmes personnes, ou d'autres qui avaient entendu parler de lui, le voient s'effondrer de cette manière en public, le choc est immense. La question qui brûle toutes les lèvres est immédiate. Est-ce réel, ou est-ce une mise en scène soigneusement orchestrée pour échapper à la justice ? Car il faut bien poser cette question, même si elle est inconfortable. Nous sommes dans un tribunal, pas dans un théâtre. Et pourtant, certains observateurs présents ce jour-là n'ont pas pu s'empêcher de se demander si ce qu'ils voyaient était authentique. Les troubles de mémoire, la désorientation, la perte de sang-froid, tout cela arrive précisément au moment où le pasteur doit répondre de ses actes devant la justice. Coïncidence troublante ? Beaucoup pensent que non. Les témoins directs de la scène décrivent un homme qui semblait ne plus savoir où il se trouvait. Des moments de confusion apparente, des réponses à côté des questions posées, une agitation physique difficile à ignorer. L'audience a été profondément perturbée. Les uns étaient saisis par l'inquiétude, craignant pour l'état de santé de l'accusé. Les autres, plus sceptiques, retenaient leur souffle, cherchant dans chaque geste un indice, un signe qui trahirait la vérité cachée derrière cette façade. Ce moment restera gravé dans la mémoire de tous ceux qui y ont assisté, parce qu'il symbolise bien plus qu'un simple incident d'audience. Il représente le point de bascule d'une affaire qui n'en finit pas de livrer ses secrets. Un homme autrefois puissant, respecté, craint même, se retrouve aujourd'hui dans une position de totale vulnérabilité, réelle ou simulée, face à une institution judiciaire qui, elle, ne perd pas de temps et continue d'avancer. Ce comportement a également eu un effet immédiat sur la perception du public. Les réseaux sociaux se sont immédiatement enflammés. Les avis sont tranchés, les débats houleux. D'un côté, ceux qui voient dans cet effondrement la preuve d'un homme brisé par le poids de sa culpabilité. De l'autre, ceux qui crient à la manipulation, à la comédie judiciaire. Et au milieu de tout cela, une vérité que seule la suite de cette affaire permettra peut-être de révéler. Une chose est sûre, le pasteur Marcelo n'est plus seulement jugé pour ce dont on l'accuse formellement. Il est désormais jugé par l'opinion publique, dans la rue, dans les familles, dans les églises. Et ce jugement-là, aucun avocat ne pourra plaider contre lui. Dans toute affaire judiciaire, la défense cherche toujours le meilleur angle possible pour protéger son client. Parfois, c'est un alibi solide. Parfois, ce sont des preuves techniques qui remettent en cause la version des faits. Et parfois, c'est quelque chose de bien plus subtil, de bien plus difficile à contester. L'état de santé mentale de l'accusé. C'est précisément la carte que semble avoir choisie la défense du pasteur Marcelo. Et cette carte s'appelle les troubles de mémoire. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Quand un avocat se lève devant un tribunal et invoque les troubles de mémoire de son client, il ne dit pas simplement que cet homme a oublié quelques détails. Il affirme quelque chose de beaucoup plus lourd de conséquences, que l'accusé n'est peut-être pas en mesure de participer pleinement et lucidement à sa propre défense. Et dans de nombreux systèmes juridiques, cela peut tout changer.
Un accusé qui ne comprend pas ce qui se passe, qui ne peut pas répondre de manière cohérente aux questions qui lui sont posées, qui n'est pas capable de collaborer avec ses propres avocats, cet accusé-là ne peut pas être jugé dans les mêmes conditions qu'un autre. C'est un principe fondamental du droit. On ne condamne pas quelqu'un qui n'est pas en état de se défendre. Voilà donc tout l'enjeu de cette stratégie. En mettant en avant les troubles de mémoire du pasteur Marcelo, sa défense tente d'introduire un doute profond sur sa capacité à être jugé normalement. Si ce doute s'installe solidement dans l'esprit des juges, toute la procédure peut être ralentie, suspendue, voire remise en question. C'est une manœuvre juridique connue, utilisée dans de nombreux pays et dans de nombreuses affaires retentissantes. Mais elle est aussi l'une des plus risquées, parce qu'elle exige des preuves médicales solides et crédibles. Un simple comportement agité en salle d'audience ne suffit pas. Il faut des expertises, des rapports de médecins spécialistes, des évaluations psychiatriques sérieuses. Et c'est là que les choses deviennent véritablement intéressantes. Parce que pour l'instant, ce que le public a vu, c'est un homme qui se comporte de manière étrange devant les caméras et les témoins. Mais est-ce que ce comportement est confirmé par des professionnels de santé indépendants ? Est-ce que des neurologues, des psychiatres mandatés par le tribunal ont examiné le pasteur Marcelo et conclu à de véritables troubles cognitifs ? Ou bien les autorités judiciaires, elles aussi, regardent cette situation avec les yeux du scepticisme. Ce qui est certain, c'est que la justice ne se laisse pas facilement impressionner par les apparences. Les juges ont l'habitude des stratégies de défense. Ils ont vu défiler devant eux toutes sortes d'accusés, toutes sortes d'arguments. Et quand une défense invoque des troubles de mémoire, la réaction automatique du système judiciaire est d'ordonner une expertise médicale indépendante, c'est-à-dire que des médecins choisis par le tribunal, et non par la défense, vont examiner l'accusé de manière approfondie pour donner leur propre avis. Cet avis-là aura un poids considérable dans la suite de la procédure. Il faut également comprendre que les troubles de mémoire ne sont pas tous identiques. Il y a des formes légères, des formes sévères. Il y a des maladies neurologiques progressives, comme certaines formes de démence, qui peuvent effectivement altérer profondément la mémoire et la capacité de jugement. Mais il y a aussi des simulations, des exagérations, des comportements volontairement construits pour tromper. Et distinguer les uns des autres, c'est précisément le travail des experts médicaux appelés à se prononcer dans ce dossier. En attendant les conclusions de ces expertises, une question flotte dans l'air comme un nuage lourd et menaçant. Le pasteur Marcelo est-il réellement un homme malade qui mérite compassion et accompagnement médical ? Ou est-il un stratège habile qui utilise l'apparence de la maladie comme ultime bouclier contre une justice qui se rapproche dangereusement de lui ? La réponse à cette question pourrait bien décider du sort de toute cette affaire. Pour vraiment comprendre ce qui s'est passé ce jour-là dans cette salle d'audience, il faut reprendre les choses depuis le début. Il faut fermer les yeux, se projeter dans cet espace et essayer d'imaginer l'atmosphère qui régnait avant même que le pasteur Marcelo ne franchisse la porte du tribunal. Parce que ce qui va se passer ensuite ne tombe pas du ciel. Cela s'inscrit dans un contexte précis, dans une affaire qui dure depuis longtemps et qui a déjà usé les nerfs de beaucoup de monde. Le pasteur Marcelo arrive donc à cette audience avec sur les épaules le poids d'une affaire judiciaire qui le poursuit, qui l'accable, qui le suit comme une ombre depuis des mois. Il n'est plus le guide spirituel intouchable qu'il était autrefois. Il est désormais un accusé, un homme qui doit répondre de ses actes devant des juges, devant des avocats, devant des témoins, devant le regard impitoyable de la loi. Et ce matin-là, quelque chose se brise. Les témoins présents dans la salle décrivent des scènes qui laissent sans voix. Au moment où les questions deviennent plus précises, plus directes, plus difficiles à esquiver, le comportement du pasteur change visiblement. Ce n'est plus un homme qui cherche ses mots avec difficulté ou qui hésite avant de répondre.
C'est un homme dont l'attitude entière se transforme. Son regard devient vague, ses gestes deviennent désordonnés, ses réponses n'ont plus aucun lien logique avec les questions posées. Il semble littéralement ailleurs, comme si une partie de lui avait quitté la salle sans prévenir. Certains témoins parlent d'un moment particulièrement frappant où le pasteur aurait semblé ne plus reconnaître l'endroit où il se trouvait, comme si les murs du tribunal, les visages autour de lui, les voix qui l'interpellaient n'avaient plus aucune signification pour lui. Une désorientation totale, visible, presque douloureuse à observer selon ceux qui étaient là. L'audience a été suspendue le temps d'évaluer la situation. Les huissiers, les avocats, les magistrats eux-mêmes ont dû faire une pause pour comprendre ce qui était en train de se passer. Mais voilà ce que personne ne peut ignorer. Cette perte de sang-froid n'est pas arrivée n'importe quand. Elle n'est pas survenue pendant un moment calme, une pause administrative, une formalité juridique sans conséquence. Non. Elle est arrivée précisément au moment où la pression judiciaire atteignait son point culminant. Au moment où les questions posées touchaient au cœur du dossier, là où les réponses auraient pu être les plus compromettantes pour l'accusé. Et cette coïncidence-là, beaucoup de monde l'a remarqué. Les observateurs les plus aguerris, ceux qui suivent cette affaire depuis le début, font remarquer que ce n'est pas la première fois que le pasteur Marcelo adopte un comportement surprenant au moment précis où la justice resserre son étau. Il y a comme un schéma qui se dessine, une répétition de situations où l'imprévu vient perturber le cours normal de la procédure. Est-ce le fruit du hasard ? Est-ce la manifestation réelle d'une santé mentale qui se dégrade sous la pression ? Ou est-ce une technique rodée, calculée, mise en œuvre avec une précision troublante ? Ce qui est indéniable, c'est que cette scène a profondément perturbé le déroulement de l'audience. Elle a semé la confusion dans les rangs, forcé les autorités à prendre des décisions dans l'urgence et relancé le débat public avec une intensité nouvelle. Les partisans du pasteur y voient la preuve d'un homme brisé par une procédure judiciaire qu'ils jugent injuste. Ses détracteurs, eux, y voient exactement le contraire. La preuve d'un homme qui n'a plus d'autres armes pour se battre et qui joue sa dernière carte devant des juges qui ne sont plus dupes. Une chose est certaine, dans une affaire aussi complexe, aussi chargée émotionnellement, aussi suivie par le public, chaque détail compte. Chaque geste, chaque mot, chaque silence est analysé, décortiqué, interprété. Et cette perte de sang-froid du pasteur Marcelo, quelle qu'en soit la véritable nature, restera l'un des moments les plus marquants de cette affaire. Un moment qui en dit long, non seulement sur l'état de l'accusé, mais aussi sur l'état d'une procédure judiciaire qui avance, inexorablement, vers son dénouement. Il y a des moments dans une affaire judiciaire qui dépassent largement le cadre du tribunal. Des moments qui sortent des 4 murs de la salle d'audience pour envahir les conversations, les familles, les quartiers, les réseaux sociaux. Ce qui s'est passé ce jour-là avec le pasteur Marcelo est précisément l'un de ces moments. Et pour bien comprendre, il ne suffit pas de regarder ce qui s'est passé au centre de la salle. Il faut aussi regarder autour. Il faut observer les visages, écouter les murmures, sentir l'atmosphère qui régnait parmi ceux qui étaient là et qui ont tout vu de leurs propres yeux. Commençons par les témoins directs, ceux qui étaient physiquement présents dans cette salle d'audience. Ces personnes-là ont vécu quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qu'elles n'étaient clairement pas venues voir. Elles s'attendaient à une audience judiciaire classique, tendue peut-être, mais classique. Ce qu'elles ont eu, c'est un spectacle humain d'une intensité rare, et leurs réactions ont été à la hauteur de ce qu'elles ont vécu. Parmi les témoins présents, les réactions se divisent très clairement en 2 camps opposés, et cette division est elle-même révélatrice de la nature profondément polarisante de cette affaire. D'un côté, il y a ceux qui ont été saisis par une inquiétude sincère, des personnes qui, en voyant le pasteur Marcelo se désorienter, perdre pied, sembler ne plus comprendre ce qui l'entourait, ont ressenti une émotion humaine naturelle face à la détresse d'un être humain. Peu importe dont cet homme est accusé,
Peu importe ce qu'il a fait ou n'a pas fait, voir quelqu'un s'effondrer de cette manière en public provoque une réaction instinctive de compassion chez beaucoup de gens. Ces témoins-là sont sortis de la salle troublés, silencieux, avec dans les yeux quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Mais il y a l'autre camp, et cet autre camp est tout aussi nombreux, tout aussi vocal. Ce sont ceux qui ont regardé la scène avec un scepticisme total, voire une colère à peine contenue. Pour eux, ce qu'ils ont vu n'était pas la manifestation d'une maladie réelle, c'était une performance, un acte soigneusement préparé, répété peut-être, destiné à manipuler les émotions des juges et du public. Ces témoins-là sont sortis du tribunal non pas troublés, mais en colère. En colère parce qu'ils estiment que la justice est en train d'être jouée, que le système est en train d'être contourné par quelqu'un qui connaît parfaitement ses failles et qui n'hésite pas à les exploiter. Et puis il y a une troisième catégorie, souvent oubliée dans ces moments de forte tension émotionnelle, ceux qui ne savent pas quoi penser. Ceux qui ont regardé la scène, qui ont vu le comportement du pasteur et qui sont repartis avec plus de questions que de réponses. Ces gens-là incarnent peut-être la réaction la plus honnête face à une situation aussi ambiguë. Parce que la vérité, c'est que sans expertise médicale indépendante, sans accès au dossier complet, sans connaître tous les détails de cette affaire, il est impossible de trancher avec certitude. Au-delà de la salle d'audience, la réaction du public plus large a été immédiate et explosive. Les réseaux sociaux se sont transformés en champ de bataille. D'un côté, les fidèles du pasteur Marcelo, ceux qui le soutiennent depuis le début, qui voient en lui un homme de Dieu persécuté injustement par un système qui cherche à le détruire. Pour eux, cet effondrement en audience est la preuve supplémentaire que leur pasteur est victime d'une machination, que la pression judiciaire qu'on lui fait subir est inhumaine et illégale. Ils ont exprimé leur soutien bruyamment, avec des messages de prière, des appels à la mobilisation, des déclarations enflammées sur les plateformes numériques. De l'autre côté, les voix critiques n'ont pas tardé à se faire entendre. Des internautes, des journalistes, des observateurs de la vie judiciaire ont pointé du doigt le timing trop parfait de cet effondrement. Ils ont rappelé les accusations qui pèsent sur le pasteur, les témoignages accablants qui ont déjà été présentés au tribunal, les zones d'ombre qui entourent son parcours. Pour eux, compatir serait une erreur. Laisser les émotions prendre le dessus sur la raison serait exactement ce que la défense cherche à provoquer. Ce choc des réactions, cette division profonde du public, est en réalité l'un des éléments les plus importants de toute cette affaire, parce qu'il révèle quelque chose de fondamental sur la société dans laquelle nous vivons, notre rapport à la justice, notre rapport à la religion, notre rapport à la vérité. Et tant que cette affaire n'aura pas trouvé son épilogue, ces tensions ne feront que s'intensifier. Parmi tous les éléments troublants qui ont marqué cette audience, il en est un qui revient systématiquement dans les témoignages de ceux qui étaient présents ce jour-là. Un élément qui, plus que tout autre, a provoqué un malaise profond dans la salle et alimenté les débats bien au-delà du tribunal. Ce sont les signes de désorientation observés chez le pasteur Marcelo. Des signes qui, selon les témoins, étaient non seulement visibles, mais franchement inquiétants. Et pour comprendre pourquoi ces signes ont eu un tel impact, il faut d'abord comprendre ce que la désorientation signifie réellement, ce qu'elle trahit et ce qu'elle implique dans le cadre d'une procédure judiciaire aussi sensible que celle-ci. La désorientation, dans son sens médical, c'est la perte de repères fondamentaux. Un individu désorienté ne sait plus exactement où il se trouve. Il ne sait plus forcément qui sont les personnes autour de lui. Il peut perdre la notion du temps, confondre les lieux, les visages, les situations. Dans les cas les plus sévères, la désorientation peut s'accompagner d'une incapacité totale à suivre le fil d'une conversation, à répondre de manière cohérente à des questions simples, ou même à reconnaître des personnes familières. C'est un état qui peut être provoqué par de nombreuses causes. Une maladie neurologique évolutive, un épisode de stress extrême, une crise d'anxiété sévère, ou encore une simulation volontaire et calculée.
dans le cas du pasteur Marcelo, ce qui a été observé ce jour-là correspond à plusieurs de ces manifestations classiques de désorientation. Les témoins décrivent un homme dont le regard semblait traverser les murs sans rien voir. Un homme qui répondait à des questions que personne ne lui avait posées, comme s'il entendait une conversation différente de celle qui se déroulait réellement dans la salle. Un homme qui, à certains moments, semblait chercher ses mains du regard, comme surpris de les voir là, attachées à son propre corps. Des détails qui peuvent paraître anodins pris isolément, mais qui, mis ensemble, dressent le portrait d'un individu dont le contact avec la réalité semblait sérieusement perturbé. Ce qui a particulièrement frappé les observateurs, c'est la progression de ces signes au cours de l'audience. Au début, le pasteur semblait simplement nerveux, agité, ce qui dans le contexte d'une comparution judiciaire est parfaitement compréhensible. Mais au fil des minutes, à mesure que les questions se faisaient plus précises et plus difficiles à esquiver, les signes de désorientation se sont intensifiés de manière notable. Comme si la pression croissante de l'interrogatoire agissait directement sur son état mental, provoquant une dégradation visible et progressive de sa capacité à rester ancré dans la réalité de ce qui se passait autour de lui. Mais voilà où les choses deviennent véritablement complexes. Parce que cette progression, ce lien apparent entre l'intensité des questions et l'aggravation des signes de désorientation, est précisément ce qui divise les experts. D'un côté, les médecins qui estiment que certaines pathologies neurologiques peuvent effectivement s'aggraver sous l'effet du stress et de la pression émotionnelle. Un individu souffrant de troubles cognitifs réels peut voir ses symptômes s'amplifier considérablement dans un environnement hostile et stressant, comme une salle de tribunal. De l'autre côté, les sceptiques font remarquer que cette corrélation trop parfaite entre la pression judiciaire et l'aggravation des symptômes est précisément le schéma classique d'une simulation bien orchestrée. Un acteur habile sait qu'il doit monter en intensité progressivement pour être crédible. Et cette progression graduelle observée chez le pasteur Marcelo ressemble dangereusement à une mise en scène calculée. Ce débat entre réalité médicale et simulation est au cœur de tout ce dossier, et il ne pourra être tranché que par des experts indépendants, des neurologues et des psychiatres mandatés par le tribunal pour examiner le pasteur Marcelo dans des conditions contrôlées, loin des caméras et des regards. Ces expertises prendront du temps. Elles nécessiteront des examens approfondis, des tests cognitifs rigoureux, des entretiens répétés. Et leurs conclusions seront déterminantes pour la suite de la procédure. En attendant, ces signes de désorientation continuent de hanter les mémoires de ceux qui les ont vus. Ils alimentent les conversations, nourrissent les spéculations et maintiennent autour de cette affaire une tension palpable qui ne demande qu'à exploser. Parce qu'au fond, tout le monde comprend que la réponse à cette question simple en apparence, le pasteur Marcelo est-il vraiment malade ou joue-t-il la comédie, changera absolument tout à la façon dont cette histoire se terminera. Jusqu'ici, nous avons parlé du comportement du pasteur Marcelo, de ses troubles de mémoire invoqués comme moyen de défense, des signes de désorientation observés et des réactions que tout cela a provoquées. Mais il y a une dimension que beaucoup de gens négligent, une dimension pourtant fondamentale pour comprendre la suite de cette affaire. C'est la dimension juridique. Concrètement, que dit la loi quand un accusé se retrouve dans un état de détresse visible au cours d'une procédure judiciaire? Quels sont les mécanismes prévus par le système pour faire face à ce type de situation? Et surtout, comment la justice parvient-elle à distinguer la vraie détresse de la fausse? La première chose à comprendre, c'est que le droit pénal, dans la grande majorité des pays, est construit sur un principe fondamental que l'on appelle la capacité à être jugé. Ce principe stipule qu'un individu ne peut être soumis à un procès équitable que s'il est en mesure de comprendre la nature des accusations portées contre lui, de suivre le déroulement de la procédure, de collaborer de manière lucide avec ses avocats et de prendre des décisions éclairées concernant sa propre défense. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, si l'accusé est dans un état tel qu'il ne peut pas participer pleinement et consciemment à son propre procès, alors la loi prévoit des mécanismes spécifiques pour adapter la procédure à cette réalité. Concrètement,
Qu'est-ce que cela signifie dans la pratique ? Cela signifie que lorsqu'un juge observe ou est informé de signes sérieux de détresse mentale chez un accusé, il a l'obligation légale d'ordonner une évaluation psychiatrique et neurologique. Cette évaluation n'est pas une faveur accordée à la défense, c'est une exigence du droit, une garantie fondamentale qui protège à la fois l'accusé et l'intégrité de la procédure judiciaire elle-même. Parce qu'une condamnation prononcée contre quelqu'un qui n'était pas en état de se défendre correctement serait non seulement injuste sur le plan humain, mais également nulle et non avenue sur le plan juridique. Ces évaluations sont menées par des experts indépendants, des médecins spécialistes mandatés par le tribunal et non par les parties en présence. Leur rôle est précis et délimité. Ils doivent déterminer si l'accusé souffre réellement d'un trouble mental ou neurologique suffisamment sévère pour altérer sa capacité à participer à son procès. Ils procèdent à des examens cliniques approfondis, des tests cognitifs standardisés, des entretiens répétés dans des conditions contrôlées. Et leur rapport final est remis au tribunal, qui s'en sert pour décider de la marche à suivre. Les conclusions possibles de ces expertises sont multiples. Si les experts concluent que l'accusé est effectivement incapable de participer à son procès, le juge peut décider de suspendre temporairement la procédure le temps que l'accusé reçoive les soins appropriés. Dans les cas les plus graves, où le trouble mental est jugé permanent et irréversible, la procédure peut être définitivement arrêtée et l'accusé placé sous tutelle médicale. Mais si au contraire, les experts concluent que l'accusé simule ou exagère ses symptômes, les conséquences peuvent être tout aussi lourdes. Non seulement la stratégie de défense s'effondre, mais l'accusé risque de voir sa crédibilité totalement détruite aux yeux du tribunal, ce qui peut aggraver considérablement sa situation. Il existe également un autre aspect juridique important que peu de gens connaissent et qui est pourtant directement pertinent dans cette affaire. C'est la question de la responsabilité pénale atténuée. Dans certains systèmes juridiques, même si un accusé est jugé capable de participer à son procès, la présence de troubles mentaux avérés peut conduire le tribunal à considérer que sa responsabilité pénale était partiellement altérée au moment des faits qui lui sont reprochés. Cela ne signifie pas qu'il est innocenté. Cela signifie que la peine prononcée contre lui peut être réduite ou adaptée pour tenir compte de son état mental. C'est une nuance juridique importante, subtile, mais qui peut avoir des conséquences très concrètes sur le verdict final. Dans le cas du pasteur Marcelo, toutes ces questions juridiques se posent simultanément et avec une acuité particulière. Les autorités judiciaires qui suivent cette affaire ont désormais entre les mains un dossier qui ne concerne plus seulement les faits reprochés à l'accusé, mais aussi et surtout son état mental, sa capacité à être jugé et les implications légales de tout cela sur la procédure en cours. Et chaque décision prise dans ce contexte sera scrutée, analysée, commentée par un public qui attend avec impatience de savoir si la justice parviendra à démêler le vrai du faux dans cette affaire qui n'en finit pas de livrer ses mystères. Nous voilà arrivés au cœur du débat, à la question qui depuis le début de cette affaire divise l'opinion publique, enflamme les discussions et maintient des millions de personnes en haleine devant leurs écrans. Cette question, tout le monde se la pose, que l'on soit partisan du pasteur Marcelo ou que l'on soit convaincu de sa culpabilité. Est-ce que ce que nous voyons est réel ? Est-ce que cette défense basée sur les troubles de mémoire, sur la désorientation, sur l'effondrement spectaculaire en pleine salle d'audience, est-ce que tout cela est authentique ? Ou sommes-nous en train d'assister à l'une des stratégies judiciaires les plus audacieuses et les plus cyniques que cette affaire ait produites jusqu'ici ? Pour répondre à cette question sérieusement, il faut d'abord poser un cadre. Il faut comprendre comment fonctionne une stratégie de défense, comment elle se construit, comment elle se met en œuvre, et surtout, comment on peut tenter d'en évaluer la sincérité. Parce que dans un tribunal, la frontière entre la vérité et la stratégie n'est pas toujours aussi nette qu'on pourrait le croire. Les deux peuvent coexister, se mélanger,
se confondre au point de devenir indiscernable pour un observateur extérieur. Une stratégie de défense, dans sa définition la plus simple, c'est l'ensemble des arguments, des comportements et des décisions que l'accusé et ses avocats choisissent de mettre en avant pour obtenir le meilleur résultat possible devant le tribunal. Elle peut être basée sur des faits solides, des preuves irréfutables, des témoignages crédibles. Mais elle peut aussi être basée sur quelque chose de beaucoup plus fragile et de beaucoup plus risqué. La manipulation des perceptions, le jeu sur les émotions, la création d'un doute suffisamment fort pour paralyser le jugement des magistrats. Et c'est précisément dans cette deuxième catégorie que beaucoup de gens placent la défense actuelle du pasteur Marcelo. Les arguments de ceux qui doutent de la sincérité de cette défense sont nombreux et difficiles à ignorer. Le premier, et peut-être le plus convaincant, c'est celui du timing. Comme nous l'avons déjà évoqué, les symptômes les plus spectaculaires du pasteur Marcelo sont apparus et se sont aggravés précisément aux moments les plus critiques de la procédure judiciaire. Pas pendant les périodes calmes, pas pendant les formalités administratives, pas pendant les suspensions d'audience. Non. Pendant les interrogatoires les plus serrés, pendant les confrontations les plus délicates, pendant les moments où une réponse honnête aurait pu être la plus compromettante. Ce timing-là est trop parfait pour ne pas susciter des questions légitimes. Le deuxième argument des sceptiques, c'est l'historique du pasteur Marcelo lui-même. Cet homme a passé des années à prendre la parole en public, à gérer des communautés entières, à organiser des événements, à naviguer dans des environnements complexes qui exigent une capacité cognitive intacte, une mémoire fiable, une présence d'esprit constante. Un homme qui souffre de troubles de mémoire sérieux depuis suffisamment longtemps pour que cela constitue un argument de défense valable, c'est un homme dont l'entourage proche aurait normalement dû observer des signes bien avant l'ouverture de cette procédure judiciaire. Or, ces témoignages précoces brillent par leur absence. Personne parmi ses proches ne semble avoir alerté quiconque sur un déclin cognitif préoccupant avant que la justice ne se mette à frapper à sa porte. Mais il serait malhonnête de présenter uniquement le camp des sceptiques sans donner la parole à ceux qui défendent la sincérité de la détresse du pasteur. Ces personnes-là font valoir des arguments qui méritent également d'être entendus. Elles rappellent que le stress extrême lié à une procédure judiciaire longue et éprouvante peut effectivement provoquer des troubles cognitifs réels chez des personnes qui n'en avaient jamais manifesté auparavant. Elles soulignent que certaines maladies neurologiques peuvent progresser très rapidement, passant en quelques mois d'une forme légère et peu visible à une forme sévère et handicapante. Et elles insistent sur le fait que juger l'état de santé de quelqu'un sur la base de simples observations visuelles, sans expertise médicale sérieuse, c'est prendre le risque de commettre une injustice grave. Et c'est là que réside toute la complexité de cette situation. Parce que les deux positions sont défendables. Parce que la vérité pourrait se trouver n'importe où sur le spectre qui va de la simulation totale à la maladie réelle et sévère. Et parce que seule une expertise médicale rigoureuse, indépendante et transparente sera capable de trancher ce débat de manière définitive. En attendant, la crédibilité de la défense reste suspendue dans un espace d'incertitude profonde, alimentant chaque jour davantage une affaire qui passionne, qui indigne, qui divise et qui ne ressemble décidément à aucune autre. Depuis le début de cette affaire, nous avons beaucoup parlé du pasteur Marcelo, de son comportement, de sa défense, de ses symptômes, de ses stratégies. Mais il est temps maintenant de tourner notre regard vers un autre acteur central de cette histoire, un acteur qui observe, qui analyse, qui décide et dont les choix vont déterminer l'issue de toute cette procédure. Cet acteur, c'est la justice elle-même. Ce sont les autorités judiciaires, avec leurs magistrats, leurs experts, leurs procureurs, leurs greffiers, tout ce système complexe et rigoureux qui a pour mission de faire la lumière sur cette affaire et de rendre un verdict juste, équitable et inattaquable. Et face à la situation créée par le comportement du pasteur Marcelo, ce système se trouve aujourd'hui confronté à un défi d'une rare complexité. La première responsabilité des autorités judiciaires dans ce contexte
C'est celle que l'on pourrait appeler la responsabilité de discernement. Face à un accusé qui manifeste des signes visibles de détresse, qui invoque des troubles de mémoire, qui s'effondre en pleine audience, les magistrats ne peuvent pas simplement ignorer ce qu'ils voient. Ils ont une obligation légale et morale de prendre en compte ces éléments et d'agir en conséquence. Mais agir en conséquence ne signifie pas automatiquement suspendre la procédure ou accorder à l'accusé le bénéfice du doute. Cela signifie mettre en place les mécanismes prévus par la loi pour établir la vérité sur l'état réel de l'accusé. C'est pourquoi la décision la plus immédiate et la plus urgente que les autorités judiciaires doivent prendre dans ce dossier, c'est celle d'ordonner une expertise psychiatrique et neurologique indépendante. Cette décision n'est pas facultative. Elle n'est pas laissée à la discrétion des juges comme une option parmi d'autres. C'est une obligation légale dès lors que des doutes sérieux existent sur la capacité d'un accusé à participer à son propre procès. Et dans le cas du pasteur Marcelo, ces doutes existent bel et bien, qu'ils soient fondés sur une réalité médicale authentique ou sur une stratégie de défense habilement construite. Dans les deux cas, la réponse judiciaire appropriée est la même, une expertise sérieuse conduite par des professionnels indépendants dans des conditions rigoureusement contrôlées. Mais le rôle des autorités judiciaires ne s'arrête pas là, parce qu'au-delà de la question de l'état mental de l'accusé, il y a une affaire entière qui attend son dénouement. Il y a des victimes présumées, des témoins, des pièces à conviction, des accusations graves qui méritent d'être examinées jusqu'au bout. Et la justice a également envers ces personnes-là une responsabilité fondamentale, celle de ne pas laisser une procédure s'enliser indéfiniment sous prétexte que l'accusé présente des symptômes dont la réalité n'a pas encore été établie. L'équilibre entre la protection des droits de l'accusé et la garantie d'un procès équitable pour toutes les parties est l'un des exercices les plus délicats que le système judiciaire ait à accomplir. Et dans cette affaire, cet équilibre est mis à l'épreuve de manière particulièrement intense. Il y a également une dimension publique du rôle des autorités judiciaires qui mérite d'être soulignée. Cette affaire est suivie par des milliers de personnes. Elle est commentée, analysée, décortiquée sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les familles, dans les communautés religieuses. Et dans ce contexte de très forte visibilité, chaque décision prise par les magistrats sera scrutée avec une attention particulière. La justice ne peut pas se permettre de donner l'impression qu'elle est manipulable, qu'elle peut être paralysée par des comportements stratégiquement calculés. Elle doit montrer qu'elle est capable de distinguer le vrai du faux, de résister aux manœuvres de déstabilisation et d'avancer avec méthode et rigueur, même face aux situations les plus inhabituelles. C'est pourquoi les autorités judiciaires ont également un rôle de communication à jouer dans cette affaire. Pas en divulguant des informations confidentielles sur le dossier, bien entendu, mais en montrant par leurs actes, par la cohérence de leurs décisions. Il y a un aspect de cette affaire dont on parle peu, un aspect que les discussions publiques ont tendance à négliger au profit des questions plus spectaculaires liées au comportement du pasteur Marcelo en audience ou au débat sur la sincérité de sa défense. Cet aspect, c'est la question de la sécurité. La sécurité du pasteur lui-même, bien sûr, mais aussi celle des personnes qui l'entourent, des témoins impliqués dans la procédure, et plus largement de tous ceux dont le destin est d'une manière ou d'une autre lié à cette affaire. Parce que derrière les arguments juridiques et les stratégies de défense, il y a des êtres humains. Et ces êtres humains évoluent dans un environnement qui, depuis que cette affaire a éclaté, est devenu profondément instable et potentiellement dangereux. Commençons par la sécurité du pasteur Marcelo lui-même. Qu'il soit réellement malade ou qu'il simule ses troubles, sa situation actuelle le place dans une position de vulnérabilité particulière. Un homme qui manifeste des signes visibles de désorientation, qui semble par moments ne plus contrôler ses réactions, qui perd pied en public de manière spectaculaire, est un homme dont la sécurité physique et psychologique doit être prise en charge de manière sérieuse et immédiate. Les autorités judiciaires ont une responsabilité directe à cet égard. Elles ne peuvent pas se contenter d'observer et d'analyser. Elles doivent également s'assurer que l'accusé bénéficie des conditions d'hébergement, de surveillance
et d'accompagnement médical approprié à son état tel qu'il se présente, quelle qu'en soit la cause réelle. Cette responsabilité prend une dimension encore plus complexe quand on considère le profil particulier du pasteur Marcelo et la nature de l'affaire dans laquelle il est impliqué. Une figure religieuse accusée de faits graves, suivie par une communauté de fidèles passionnés et déterminés, est une figure qui peut aussi bien être protégée par ses partisans que menacée par ses adversaires. Dans les deux cas, les risques sont réels. D'un côté, des partisans trop zélés qui pourraient tenter d'interférer avec la procédure judiciaire, de faire pression sur des témoins ou de provoquer des incidents destinés à perturber le cours de la justice. De l'autre, des personnes qui estiment avoir été lésées par le pasteur et qui pourraient être tentées de prendre les choses en main de manière incontrôlée si elles estiment que la justice tarde trop ou se montre trop indulgente. Car il ne faut pas oublier que dans cette affaire, il y a des victimes présumées, des personnes qui affirment avoir été blessées, trompées, abusées d'une manière ou d'une autre par celui qui se présentait à elles comme un guide spirituel. Ces personnes-là ont leurs propres émotions, leurs propres blessures, leur propre rapport à cette procédure qui s'étire dans le temps et qui semble parfois s'enliser dans des considérations techniques éloignées de leurs préoccupations les plus immédiates. Pour elles, chaque rebondissement de cette affaire, chaque nouveau comportement étrange du pasteur, chaque décision judiciaire qui retarde le verdict est une source de stress supplémentaire, une blessure qui tarde à cicatriser. Et cette souffrance-là crée également des risques sécuritaires qu'il serait imprudent d'ignorer. Les témoins impliqués dans cette procédure méritent eux aussi une attention particulière sur le plan de la sécurité. Témoigner dans une affaire aussi médiatisée, aussi chargée émotionnellement, aussi suivie par des communautés aussi passionnées, c'est s'exposer à des pressions considérables. Des pressions qui peuvent prendre des formes très diverses, allant de simples messages intimidants sur les réseaux sociaux jusqu'à des menaces plus directes et plus sérieuses. Les autorités judiciaires ont l'obligation de protéger ces témoins, de garantir leur intégrité physique et psychologique, et de s'assurer que leur témoignage peut être délivré librement, sans contrainte et sans crainte de représailles. Il y a enfin une dimension collective de la question sécuritaire qui dépasse les individus directement impliqués dans l'affaire. Cette affaire se déroule dans un contexte communautaire précis, au sein d'une société où la religion occupe une place centrale dans la vie quotidienne de millions de personnes. Quand une figure religieuse aussi connue que le pasteur Marcelo se retrouve au centre d'un scandale judiciaire de cette ampleur, les répercussions ne se limitent pas au cercle immédiat de l'affaire. Elles se propagent dans les communautés, dans les familles, dans les relations entre croyants et non-croyants, entre partisans et opposants. Et cette propagation peut générer des tensions sociales réelles, des fractures communautaires profondes, des conflits qui dépassent largement le cadre de la salle d'audience. C'est pourquoi les autorités, qu'elles soient judiciaires, administratives ou sécuritaires, doivent aborder cette affaire avec une vision globale qui intègre toutes ces dimensions. Protéger l'accusé, protéger les victimes, protéger les témoins et préserver la paix sociale dans un environnement déjà fragilisé par des mois de tension et d'incertitude. C'est un défi immense, mais c'est aussi la condition indispensable pour que cette affaire puisse trouver son épilogue dans un cadre de droit, de dignité et de justice véritable. Nous voilà arrivés au dernier thème de cette série, et sans doute le plus important de tous. Parce que si cette affaire passionne autant, si elle divise autant, si elle fait autant parler d'elle bien au-delà des cercles habituellement intéressés par les questions judiciaires, c'est parce qu'elle dépasse largement le cas personnel du pasteur Marcelo. Elle dépasse les détails de son comportement en audience, les arguments de sa défense, les réactions du public. Elle touche à quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus universel. Elle pose des questions fondamentales sur le système judiciaire lui-même, sur ses forces, sur ses failles, sur ses limites. Et ces questions-là méritent d'être posées clairement, honnêtement, sans complaisance.
La première limite que cette affaire met en lumière, c'est celle de l'évaluation de l'état mental d'un accusé. Nous l'avons vu tout au long de cette série de thèmes. Distinguer une véritable détresse psychologique d'une simulation habilement construite est une tâche extraordinairement complexe, même pour des professionnels de santé expérimentés. Les outils dont disposent des experts psychiatres et neurologues sont performants, mais ils ne sont pas infaillibles. Un individu suffisamment déterminé, suffisamment intelligent, suffisamment bien conseillé peut potentiellement tromper une évaluation médicale, du moins pendant un certain temps. Et cette réalité-là crée une faille dans le système judiciaire que certains défenseurs n'hésitent pas à exploiter. Mais cette limite ne concerne pas uniquement les cas de simulation. Elle concerne aussi le risque inverse, tout aussi grave et tout aussi préjudiciable. Celui de ne pas reconnaître une véritable maladie mentale chez un accusé, de la confondre avec une stratégie, de traiter comme un manipulateur quelqu'un qui souffre réellement. Ce risque-là existe également, et il est porteur d'une injustice tout aussi profonde. Un système judiciaire qui condamne un malade mental sans avoir correctement évalué son état est un système qui a failli à l'une de ses missions les plus essentielles. Et cette double menace, celle de se faire manipuler d'un côté et celle de commettre une injustice de l'autre, place les autorités judiciaires dans une position d'une difficulté extrême. La deuxième limite révélée par cette affaire est celle du temps. La justice, par nature, est lente. Elle a besoin de temps pour collecter les preuves, entendre les témoins, ordonner les expertises, analyser les résultats, délibérer. Cette lenteur n'est pas un défaut en soi. Elle est souvent la condition nécessaire d'une justice sérieuse et rigoureuse. Mais dans des affaires à très forte visibilité publique comme celle du pasteur Marcelo, cette lenteur a un coût. Elle laisse le temps aux rumeurs de se propager, aux théories complotistes de s'installer, aux tensions de s'accumuler. Elle crée un espace d'incertitude dans lequel prospèrent la désinformation et la manipulation. Et plus une procédure s'étire dans le temps, plus elle s'expose au risque de voir son autorité et sa légitimité contestée par un public impatient et de plus en plus méfiant. La troisième limite, peut-être la plus délicate à aborder, est celle du rapport entre la justice et la religion. Cette affaire ne concerne pas un accusé ordinaire. Elle concerne un pasteur, un homme qui a construit son identité publique sur la spiritualité, sur la foi, sur l'autorité morale que lui confèrent ses fonctions religieuses. Et cette dimension religieuse crée autour de lui un bouclier particulier, une protection symbolique que beaucoup de ses fidèles sont prêts à défendre avec une intensité remarquable. La justice, dans ce contexte, ne se bat pas seulement contre les arguments juridiques de la défense. Elle se bat aussi contre une forme de résistance culturelle et spirituelle qui transcende le cadre du tribunal et qui rend son travail infiniment plus compliqué. Cette affaire révèle également une quatrième limite, plus structurelle celle-là, qui concerne la capacité du système judiciaire à résister à la pression de l'opinion publique. Dans un monde hyper connecté, où chaque audience est commentée en temps réel sur les réseaux sociaux, où chaque décision judiciaire est immédiatement soumise au tribunal de l'opinion, les magistrats travaillent sous une pression externe considérable. Or, la justice, pour être vraiment juste, doit être imperméable à cette pression. Elle doit décider non pas en fonction de ce que le public veut entendre, mais en fonction des faits, des preuves et du droit.